Alors, bonjour tout le monde et bon matinée pour ceux qui sont aux États-Unis. Il est 7 heures du matin chez nous et donc je vous souhaite la bienvenue à notre séance qui va aborder les questions de la consolidation de la paix, mais cette fois-ci sur le plan régional. Ce qu'on voit souvent en Afrique, et surtout dans les deux zones que nous allons couvrir aujourd'hui, c'est-à-dire la région des Grands Lacs, plus précisément les pays le Congo démocratique, le Burundi et le Rwanda et l'Ouganda, et ensuite au Sahel. C'est la deuxième région que nous voulons aborder aujourd'hui, et ça concerne les pays de Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, nous voulons centrer notre discussion ce matin sur les aspects de consolidation de la paix régionale, pas seulement les activités nationales ou bien locales, mais comment est-ce que ces pays dans ces deux régions devaient changer et adapter leur méthode, leur stratégie et les structures pour répondre aux problèmes régionaux. Parce qu'on voit souvent que la violence déborde et les acteurs souvent sont à l'étranger, à l'autre côté de la frontière. Donc, la question que nous voulons discuter aujourd'hui, c'est comment est-ce que chaque pays et l'Église dans chaque pays a dû adapter leur stratégie pour répondre à cette nature régionale du conflit. Donc ça, c'est notre défi ce matin. Je vous souhaite tous le bienvenu et je vais demander à Monseigneur Laurent de nous commencer en prière. Deuxièmement, je vais demander à chacun des intervenants de se présenter. Et ensuite, moi, j'ai une toute petite liste de questions, mais des questions qui vont servir à faciliter notre conversation. Je ne veux pas trop diriger, je laisse la parole aux intervenants. Donc, ma facilitation sera très légère. Donc, Monseigneur Laurent, est-ce que vous pouvez nous commencer en prière? Merci. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. nous confions notre rencontre très importante pour la consolidation de la paix dans les pays des Grands Lacs et le Sahel. Nous confions au Seigneur ce moment, cet instant important pour la vie de nos pays. Que sa force nous motive, que tout ce que nous dirons, tout engagement que nous prendrons puisse être pour la paix dans nos différents pays, pour que les populations retrouvent cette joie de travailler, cette joie de se sentir enfant de Dieu et cette joie apaisée dans les familles comme dans toute la société. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que par cette prière, l'amour de Dieu rayonne dans nos cœurs, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, Monseigneur, merci bien pour la prière. Et je veux dire que combien je suis ravi de vous revoir. Je vous connais tous, sauf le Père Dieudonné. J'espère le connaître un peu plus grâce à cette session. Donc, ce que je veux faire, c'est de très vite de demander à chacun des intervenants de se présenter. Donc, Monseigneur, vous avez toujours la parole. Moi, je suis Monseigneur Laurent Lompo, l'archevêque de Niamey au Niger. Et je fais partie de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Dans mon diocèse, je suis le président de la pastorale sociale et je m'occupe aussi à des instances
grande pour le dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans. Et je travaille depuis plusieurs années dans ce cadre de la consolidation de la paix pour que nos pays puissent vivre dans cette paix. Et je fais de tout et je donne tout de mon temps pour cette consolidation. Voilà brièvement ce que je peux dire au début. D'accord. Merci, Monseigneur. Bon, prochainement, Père Minani, je vous demande de vous présenter au groupe. Donc, mon nom, c'est Rigobert Minani. Je suis responsable de recherche au Centre d'études pour l'action sociale au CEPAS à Kinshasa. Merci. Merci bien. Père Dieudonné, s'il vous plaît. À vous. Et je m'appelle Monsieur l'abbé Dieudonné Moussanganya, prêtre de l'archidiocèse de Bukavu, à l'est de la RDC, vice-recteur au Grand Séminaire de théologie Saint-Pidis de Mouressa et coordonnateur adjoint du programme de master à l'Institut supérieur de paix et réconciliation qui appartient à l'ASEAC, l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, qui comprend les conférences épiscopales de Burundi, du Congo RDC et du Rwanda. Merci. Très bien, merci mon père, vous êtes le bienvenu. Et puis ensuite, le Père Emmanuel. Le frère Emmanuel Ngakarutimana, je suis au Burundi, je parle à partir de Bujumbura. Je suis des pères dominicains et pour le moment, les évêques m'ont demandé de coordonner les activités de préparation d'une université catholique au Burundi. Et autrement, je m'occupe des questions de justice et paix pour les dominicains du Rwanda et du Burundi. Je m'en suis aussi occupé au niveau des communautés que nous avons en Afrique. Et j'ai aussi présidé la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au niveau de la demande de l'État. Et pour le moment, je continue toujours à m'intéresser aux questions des droits de l'homme et aux questions de justice transitionnelle. Très bien. Merci, mon frère. Et vous êtes tous le bienvenu. Alors, bon, moi, je suis si vous voulez, le pauvre serviteur Steve Hilbert. Je suis conseiller politique au Comité pour la paix, la justice et la paix internationale, un bureau qui fait partie de la conférence épiscopale américaine. Et je m'occupe, bien sûr, de l'Afrique et ensuite du développement, tout ce qui s'agit de financement américain, de l'État américain pour financer les activités de développement, justice et paix, l'assistance humanitaire, etc. Ça, c'est mon rôle à la conférence. J'y suis dans cette position depuis l'an 2007. Avant ça, j'ai travaillé pendant 24 ans au CRS, dans 19 ans en Afrique même, dans les pays africains, avec CRS, 2 ans en Inde, et ensuite, maintenant, à la conférence, ça fait déjà presque 15 ans dans mon poste. Et grâce à mon travail en Afrique, j'ai eu l'opportunité et la grâce de rencontrer tout le monde présent ici et ensuite d'autres leaders religieux, catholiques surtout, sur toute l'Afrique. Et donc, ça me fait un grand plaisir de pouvoir faciliter et modérer cette conférence. Et donc, dernière fois, soyez le bienvenu pour tous qui participent à cette conférence. Et donc, ce que je veux faire, c'est de lancer directement notre discussion. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai quelques questions pour faciliter cette discussion. Bon, je vais poser la première question. Ce sera une question en général pour tout le groupe et je vais appeler chacun d'y répondre.
et surtout de cibler notre discussion sur nos activités, sur les stratégies que vous avez dû lancer pour répondre au conflit régional, sur le plan régional. Comment est-ce que vous avez dû modifier vos stratégies, vos structures, les commissions justice et paix, et les systèmes que vous avez dû monter pour répondre à la nature régionale de votre conflit. Donc, centrer nos discussions sur nos réponses, vos réponses, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Nous allons supposer que les participants, s'ils sont là avec nous, c'est parce qu'ils connaissent déjà, au moins, j'espère, les grandes lignes des conflits dans le Sahel et dans la région des Grands Lacs. Nous voulons maintenant les informer de ce que vous faites, ce que fait l'Église pour y répondre. Donc, la première question, c'est la suivante. Nous savons tous que la violence vécue dans les Grands Lacs et dans l'Afrique centrale et dans le Sahel traverse toutes les frontières de la zone et souvent les forces armées auteurs de la violence opèrent hors le contrôle des acteurs nationaux. Donc, la question, c'est la suivante. Comment devez-vous modifier? Comment est-ce que vous avez dû modifier vos stratégies, vos structures et vos systèmes nationaux pour répondre à cette nature régionale du conflit? Bon, je vais commencer la discussion avec nos frères des Grands Lacs. Et donc, je vais demander au père Rigobert d'allumer son vidéo et de commencer notre discussion. Et par la suite, je vais passer la parole au père Emmanuel, au frère Emmanuel, et ensuite au père Dieudonné. Donc, père Minani, à vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci, Steven. La question que tu poses, elle est très, très difficile hein, parce que les acteurs de conflit dans la sous-région ne sont pas seulement les groupes armés. Les acteurs de conflit dans la sous-région, c'est aussi les gouvernements. Et les acteurs religieux, donc les différentes églises, elles ont été, dès le début du conflit, très, très engagés les uns les autres par rapport à leur propre gouvernement. Et ils ont essayé de faire du plaidoyer en direction de leur gouvernement. Là où la difficulté s'est posée et continue à se poser, c'est que les acteurs religieux, les évêques, les conférences épiscopales, n'ont pas la même capacité d'influencer les leaders politiques et les leaders sociaux de leur propre pays. Ce qui a fait que jusqu'à présent, nous avons la réunion de la CEAC à Kinshasa au mois de juillet. On a un certain nombre de déséquilibres entre l'engagement de l'Église par rapport aux questions nationales et l'engagement de l'Église par rapport aux questions sous-régionales. Quand on compare les deux volets, que ça puisse être au Congo, au Rwanda comme au Burundi, on voit bien que les églises ont été les plus très engagées par rapport aux questions nationales, mais elles ont eu très peu d'impact par rapport au débat par rapport aux questions sous-régionales. Un élément qui le montre assez clairement, c'est le fait qu'il y a plusieurs conférences de paix au niveau de la sous-région qui sont faites par les États et où vous ne retrouvez pas les représentants des églises de la région dans les organes techniques ou les organes d'accompagnement ou même leur propre présence autour de la table. Il y a plusieurs conférences, il y a plusieurs accords de paix qui datent pratiquement du début de conflit en 1996 dans la sous-région, mais on n'a pas vu les acteurs de conférences épiscopales être des personnes qui ramèneraient sur la table un certain nombre de sujets qui les intéressent.
Et il y a des sujets qui intéressent l'Église quand on regarde la question de la construction de la paix. La première préoccupation, ça serait la question de protection des victimes. Parler pour les victimes. Il y a eu de milliers, de millions de morts dans la sous-région, que ça puisse dans les différents pays. Je ne connais pas un pays où il y a eu un processus pour pouvoir dédommager les victimes, par exemple. Il y a très peu d'activités qui sont faites là-dedans. Il y a les questions de violation des droits de l'homme. Je ne connais pas un processus où il y a eu des procès par rapport aux personnes qui ont violé les droits de l'homme et des processus qui pourraient être conduits par, entre autres, les commissions de justice et paix des différentes églises. Ensuite, on a toutes les questions donc, de négociation pour la construction de la paix au niveau sous-régional. Que ça puisse être la déclaration Dar es Salaam, que ça puisse être le pacte de stabilité de Nairobi, que ça puisse être le pacte, la conférence pour la région des Grands Lacs, le dernier accord qui s'est fait pour Addis Abeba. Je n'ai pas vu une présence significative de responsables de confession religieuse. Là où ils sont présents, à mon avis, et c'est quelque chose d'assez important, c'est au niveau de conflits à la base. Et je pense que l'abbé Dieudonné nous donnera un peu l'historique même de l'institut qu'ils ont créé à Bukavu, qui était supposé aborder les questions principalement en rapprochant les points de vue, en formant des acteurs locaux à aborder les conflits de la sous-région et en rapprochant les points de vue des acteurs au niveau de la base. Donc, l'Église a été très, très active au niveau national. Elle a été active pour aborder les questions des conflits locaux et même transfrontaliers. Il y a eu beaucoup d'initiatives de contact entre personnes et discussions entre acteurs au niveau de la base. Mais il y a eu très peu d'actions au niveau des acteurs majeurs de la conflictualité et qui sont les États. Il y a des raisons sur lesquelles on pourrait justifier sur cela, mais une des raisons, à mon avis, c'est le poids de l'Église dans chaque pays. Le poids de l'Église en RDC n'est pas la même que le poids de l'Église au Rwanda et n'est pas la même que le poids de l'Église au Burundi. Et donc, à mon avis, ce sont les éléments de débat que je peux mettre sur la table pour lancer les débats. Merci. D'accord. Père Manini, merci très bien. Je crois que vous avez soulevé plein des points qui sont très saillants. C'est-à-dire que les acteurs religieux n'ont pas la même capacité que les États et que les groupes armés n'opèrent pas seulement d'une façon isolée, mais répondent souvent aux besoins et aux demandes, sinon aux ordres des États concernés. Ça, c'est très important. Et que l'Église a pu s'imposer sur le plan local, c'est-à-dire promouvoir les discussions entre soit les groupes armés et les citoyens, ou bien les différents groupes ethniques. Et sur le plan national, oui, mais sur le plan régional, c'est beaucoup plus difficile. Et je note très bien que l'Église n'a pas pu participer dans les différentes négociations qui ont débouché aux accords. Donc, ça, c'est très intéressant, je crois, à soulever. Donc, vous avez, mon père, parlé du travail du père Dieudonné, et surtout sur le plan local. Donc, si je peux, je vais passer la parole au père Dieudonné pour compléter ce qu'a dit père Minani. Donc, père Dieudonné, à vous. OK. Merci, Steve, pour la parole. Je salue le père Rigobert pour ce qu'il venait de nous dire concernant la situation qu'il a brossée rapidement avec des points
intéressant qui montre la difficulté pour l'Église d'agir au niveau sous-régional, mais quand même, comme il l'a dit, je vais essayer d'indiquer la tentative ou l'action, l'unique action que l'Église de la sous-région a posée pour s'attaquer comme il se doit à ces conflits au niveau sous-régional. D'abord, je précise que ma réponse aura deux volets. Le premier, c'est de dire que l'Église agit au niveau local à travers ses commissions diocésaines justice et paix. Au niveau de chaque pays, au niveau de chaque diocèse, il existe ces commissions justice et paix qui s'attaquent aux problèmes que le pays connaît, mais vraiment au niveau très localisé. Mais quand même, déjà au niveau des commissions justice et paix, il y a eu, ces commissions gèrent un projet, par exemple, qu'on appelle COSOPAX, Commerce solidaire pour la paix. Ce projet-là, c'est un projet qui est piloté par des femmes, par exemple, de Bukavu, de Cyangugu au Rwanda, de Cibitoke au Burundi, et d'Uvira aussi du côté de la RDC. Donc, il y a des projets comme ça où on essaie de faire un rapprochement à la base à travers un projet commun pour favoriser la paix. Mais les populations transfrontalières doivent se côtoyer et sont souvent victimes de ces conflits qui sont menés par les groupes armés ou les dirigeants politiques qui ne s'entendent pas. Mais au moins, au niveau des commissions justice et paix, il y a ce projet-là qui mérite d'être soulevé, COSOPAX, qui favorise les commerces solidaires pour la paix et il regroupe les femmes de l'Est du Congo, Bukavu, Uvira, Cyangugu, Cibitoke au Burundi et Bujumbura aussi. Voilà. Et alors, le deuxième volet, que fait l'Église de la sous-région des Grands Lacs au niveau de la sous-région pour affronter ces problèmes de violence ou de conflits? Alors, les évêques de la sous-région des Grands Lacs, regroupés à travers l'association des conférences épiscopales, l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, qui comprend la conférence épiscopale catholique du Congo-Kinshasa, la conférence épiscopale catholique du Rwanda et la conférence épiscopale du Burundi, catholique du Burundi. Elles sont regroupées sous ce label Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale. Alors, étant donné que la région a connu des violences et en connaît encore depuis surtout les années 90, les évêques ont assisté pendant presque une décennie de manière un peu pas passive, parce qu'ils agissaient au niveau des diocèses et au niveau de la conférence, des déclarations qui montraient un peu leur volonté de demander que cessent ces conflits, mais leur voix n'était pas toujours écoutée. Alors, ils se sont regroupés et ils ont créé un institut de paix et réconciliation. Ils l'ont créé en 2011. Et je vais vous lire un peu quelques éléments pour que vous compreniez quelle est l'ambition, la vision et la mission de cet institut-là. L'Institut supérieur de paix et réconciliation, ISPR, est une structure permanente de formation en études de paix et de réconciliation dans la sous-région des Grands Lacs africains. Il a été créé le 14 septembre 2011 par l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale sur décision de son Assemblée générale tenue à Kinshasa en juillet 2010. Donc, c'est depuis 2010 que les évêques ont décidé de mutualiser leurs efforts pour créer une structure capable de les aider à approfondir les problèmes des violences pour comprendre davantage les racines, les sources de ces problèmes. Alors, cet institut a son siège à Bukavu. Il s'inscrit dans la continuité de la campagne Paix au Grand Lac, une initiative œcuménique des évêques catholiques
et anglicans des 3 pays, la RDC, le Burundi et le Rwanda. Une initiative des évêques catholiques et anglicans des 3 pays célébrée en 2013. Donc, il y a eu une initiative œcuménique, évêques catholiques des 3 pays, Congo, Rwanda, Burundi, avec les évêques anglicans, qu'ils ont baptisé Campagne de paix au Grand Lac. Ils ont ensemble, donc ces évêques, ont lancé à cette occasion un appel vibrant à la conscience des populations et du leadership de la sous-région pour la construction commune d'un espace culturel de réconciliation et de paix bénéfique à tous. L'ISPR est l'une des voies de concrétisation de cet élan fédérateur. L'ISPR s'acquitte de sa double mission en s'adressant d'abord à un noyau d'acteurs sociaux déjà impliqués par leur profession dans la cohésion sociale et citoyenne ou dans la concorde et la solidarité internationale. Donc, c'est des acteurs qui ont déjà fini l'université, qui reçoivent une formation d'un master complémentaire à l'ISPR qui est logé dans l'Université catholique de Bukavu pour recevoir cette formation à être des acteurs, des artisans de paix dans la sous-région. C'est un institut qui recrute des étudiants au Rwanda, au Burundi et au Congo. Et donc, il recrute déjà des étudiants qui ont déjà achevé l'université pour maintenant les impliquer davantage dans cette question-là de la paix, qui est une question cruciale. Après la formation, ces acteurs auront la mission d'enrayer l'esprit de la formation à la paix, à la résolution des conflits, à la base dans leur leadership social, culturel et professionnel. Donc, l'ISPR organise à leur intention des programmes académiques de renforcement des capacités professionnelles en matière de consolidation de la paix. Ces programmes sont régis par le régime universitaire congolais grâce à un partenariat signé avec l'Université catholique de Bukavu. L'université en question est accréditée par l'État congolais et assure à son tour les accréditations académiques des diplômes délivrés à l'Institut. Donc, voilà un peu l'initiative que les 3 conférences épiscopales du Burundi, du Rwanda et du Congo ont l'initiative qu'elles ont prise pour former des leaders capables de recevoir une formation pour analyser à fond les racines des conflits, pour essayer de répandre ce nouvel esprit capable de montrer aux populations qu'ils ont avantage à favoriser la paix, à éviter des stéréotypes, des situations de conflit et pour vivre dans la paix. Évidemment, la chose n'est pas facile. Comme l'a dit le père Minani, il y a carrément des gouvernements qui sont pratiquement belliqueux. Quand ils ne font pas la guerre, ils n'aiment pas rester sans faire la guerre. Et ce comportement complique les efforts dans la mesure où ils signent des accords. Il y a même des structures comme la CIRGL, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, qui est chargée d'arbitrer des conflits. Mais souvent, ils n'écoutent même pas ce qui se dit là-dedans pendant qu'ils sont signataires. Il y a l'intégration régionale. Dans notre pays, a adhéré par exemple à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est pour essayer de fraterniser avec les autres pays. Mais bon, vous voyez tout le temps encore à la frontière, il y a des problèmes. Ces pays se cachent derrière des mouvements armés qui viennent compliquer. Donc, on est dans une situation où l'Église, n'ayant pas les mêmes pouvoirs, n'ayant pas les mêmes forces pour contraindre ou bien imposer la paix, et elle est quand même en train d'agir tout doucement dans cette stratégie-là. Mais il y a vraiment des défis sérieux. Il y a la mission des Nations Unies au Congo. Bon, elle est là, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Ça fait 20 ans, 22 ans qu'elle est là. En tout cas, elle n'aide pas. Voilà un peu l'initiative majeure que l'Église catholique au niveau régional est en train... L'Institut a déjà commencé depuis 2017. Il a déjà envoyé sur les marchés des lauréats qui ont suivi des formations
soutenus par des professeurs de grande valeur, et ils font aussi ce qu'ils appellent l'immersion régionale. Par exemple, un étudiant du Congo, il va aller faire son immersion au Rwanda. Pour aller, pendant 3 mois, il s'imprègne des réalités, par exemple, de la commission de justice et paix, afin qu'il apprenne à connaître ce qui se vit là comme réalité, différemment de chez lui. Un étudiant burundais, il va venir au Congo ou bien au Rwanda, donc chacun va dans un pays autre que le sien. C'est dans ce sens que la formation théorique de type académique est complétée par cette formation universitaire, par la recherche d'un travail universitaire, mais aussi par l'immersion, une sorte de stage où on va s'imprégner des réalités qui se passent dans le pays de la zone ASEAC, donc le Congo, le Rwanda et le Burundi. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Merci, mon père, formidable. C'est très intéressant ce que vous faites. Le projet de COSOPAX, ayant travaillé avec CRS, je connais très bien ce travail que vous avez fait entre les commerçants, eux aussi qui traversent les frontières. Donc, voici un très bon exemple d'un projet régional qui répond aux aspects régionaux du conflit. Et l'Institut, j'ai suivi la création de cet institut. J'ai participé à cette conférence de paix qui a eu lieu à Bujumbura en 2010, qui a débouché cette idée de l'Institut. Donc, j'étais ravi d'entendre que ça avance. Une petite question de clarification. Il y a combien d'étudiants lauréats de l'Institut? La première promotion avait donné 13 étudiants lauréats. Ils ont fini ils devaient finir leur formation en 2019 à l'Université catholique de Bukavu, mais on a dû prolonger un tout petit peu parce que certains n'avaient pas fini les travaux de mémoire et tout ça. Et finalement, avec le COVID, on est resté bloqué et ils ont finalement clôturé le premier cycle de formation en novembre 2020, quand l'université a aussi clôturé son année universitaire. Donc, nous avons un rapport sur la clôture de ce premier cycle. On pourrait échanger, je vous l'envoie pour que vous ayez un peu l'idée comment ça s'est passé. Un rapport déjà saisi, je pourrais seulement vous le transférer dans un mail. D'accord, ouais. Très bien. Donc, j'ai toujours le Père Emmanuel que j'aimerais appeler, mais si nous pouvons maintenant entendre de l'archevêque Laurent pour avoir le côté du Sahel et revenir plus tard à Père Emmanuel pour avoir les aspects de travail au Burundi. Donc, Père Emmanuel, est-ce que vous pouvez équilibrer un peu notre discussion avec vos activités et stratégies et structures au Sahel? Donc, Monseigneur Laurent, à vous. Merci, Sylvain, pour ce temps que vous nous donnez l'opportunité pour parler des actions d'abord nationales, plus des actions au niveau régional par rapport à la consolidation de la paix. Au Niger, si je me situe un peu bien, après les événements des 16 et 17 janvier 2015, suite aux caricatures du prophète Mohammed dans Charlie Hebdo en France, nous avons vécu un moment très difficile dans le cadre de notre Église. Toutes les églises pratiquement de Niamey étaient brûlées. Et ça se trouvait qu'on faisait beaucoup le dialogue interreligieux et cela nous a permis au niveau national de consolider encore le dialogue interreligieux, non pas seulement puisque avant ça se faisait au niveau du sommet et nous nous sommes concentrés au niveau de la base pour qu'il y ait une répercussion
et préparer les cœurs pour éviter les conflits. Nous travaillons beaucoup dans ce sens au niveau national, au niveau de l'Église, et le pays, les autorités politiques ont vu l'importance du dialogue interreligieux. On a organisé un forum en 2016 pour revenir sur les questions de préparation d'esprit pour que les acteurs soient des acteurs de paix à tous les niveaux. Nous travaillons au niveau de notre Caritas, développement Niger, qu'on appelle CADEV, en lien avec CRS, qui nous accompagne, et la CAFOD, l'Angleterre et Pays de Galles, pour la consolidation de la paix et des actions à la base. Et nous avons créé ce que nous appelons CEDI, le comité de dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans, et nous travaillons beaucoup dans ce sens pour prévenir les conflits. Puisque nous avons remarqué que c'est l'ignorance de nos religions et l'ignorance de nos pratiques qui nous amène sur le terrain à certains conflits. Ce qui nous a permis, au niveau sur-régional, même du côté du Nigeria, nous avons créé un cadre qu'on appelle Zamantare. Zamantare, en Hausa, veut dire le vivre ensemble. Et nous avons fait des actions du côté du Nigeria, puisque nous vivons la même réalité par rapport au conflit. Et nous travaillons depuis quelques années avec le Nigeria. Et nous continuons au niveau national à promouvoir ce dialogue et à soutenir aussi les populations dans les difficultés, puisque nous savons que dans la sous-région, au niveau du Burkina, au niveau du Mali, et nous sommes tous considérés comme des cibles et nous avons besoin d'être acteurs de paix. Ce qui nous a valu, suite à votre lead, même si je me rappelle bien, au CHEAM en 2018, où nous avons eu le rassemblement de toutes les conférences, et là-bas, nous avons eu une initiative que nous avons continuée avec CRS au niveau sous-régional qu'on appelle Initiative Paix au Sahel. Et aujourd'hui, en 2019, je pense qu'il y a eu une grande rencontre au niveau de Ouaga où nous avons convoqué les évêques et d'autres fidèles du Burkina, du Mali et du Niger en lien avec CRS pour harmoniser, pour que nous ayons des actions concrètes sur le terrain en vue d'intéresser d'abord même nos gouvernants à prendre conscience que la lutte ne peut pas être seulement individuelle, mais la lutte doit être une lutte commune, puisque nous avons les mêmes acteurs qui nous attaquent et les mêmes stratégies, et nous devrons agir ensemble pour lutter contre le fléau. Et au niveau de l'initiative Paix au Sahel, cela a donné naissance à un forum que nous avons organisé au niveau sous-régional toujours, puisque la conférence épiscopale Burkina-Niger, nous étions là, à Ouagadougou, pour que les activités que nous sommes en train de faire, ça ne soit pas seulement au niveau des leaders, mais que cela soit depuis là-bas, les communautés religieuses qu'ils prennent conscience. Parce que la plupart du temps, nous parlons pour les gens et nous ne les impliquons pas dans la lutte. Et c'est ce qui a amené ce forum. Et bientôt, maintenant, du 28 au 30, nous aurons encore une autre activité sur l'initiative Paix au Sahel, en mettant en pratique les actes du forum pour que nous puissions être opérationnels sur le terrain. Accompagner d'abord les communautés qui ont, puisque nous avons des millions de personnes qui ont quitté les villages, qui sont venus s'agglomérer dans les villes et qui ont besoin d'accompagnement, que ce soit chrétien comme musulman, et aussi influencer au niveau de nos gouvernants pour que dans la sous-région, nous ayons un langage commun pour lutter contre l'ennemi. Et je pense que cela s'est fait au niveau de la sous-région. Cela aura une répercussion plus grande quand les évêques de la sous-région, en lien avec les leaders politiques comme les leaders administratifs dans nos différents pays,
comme nous le faisons, cela va avoir une répercussion positive. Et je pense que, comme les autres l'ont dit, nous avons à impliquer tous nos pays. Nous avons plusieurs forces, par exemple au Niger, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, qui sont des forces internationales liées aux armées qui sont là. Et je pense que la conjugaison de ces forces ne doit pas être des forces séparées, mais qu'ils aient le même langage sur le terrain et avoir une communication à la base. La plupart, on agit pour les gens, mais les gens ne savent pas pourquoi on vient agir. Et je pense que nous allons tendre vers cela au niveau régional pour lutter contre le fléau. Nous avons besoin d'être des acteurs. Comme tout à l'heure, hier, j'écoutais un député de chez nous qui disait « Nous devrons quitter le verbiage pour aller directement à l'action ». Nous parlons beaucoup dans la sous-région, mais nous n'agissons pas beaucoup en faveur de cette paix. Et je pense que nous allons dans la concrétisation et en impliquant même l'extérieur. Et pour moi, je pense que le dialogue avec même les acteurs que nous trouvons comme ennemis, il est important. Peut-être que les armes ne pourront pas tout trouver comme solution. Nous savons bien déjà que ce n'est pas les armes qui trouveront la solution. Mais nous avons intérêt à conjuguer nos forces au niveau de la sous-région pour dialoguer, pour que les populations soient en paix. Voilà les différentes activités et les différentes actions au niveau de la sous-région. Je vous remercie. D'accord, très bien, Monseigneur, très bien. J'ai bien noté l'idée de passer des paroles à l'action. Et ça, c'est très, très, très important. Et l'autre chose, c'est harmoniser. Vous avez des problèmes communs. Donc, maintenant, il faut déboucher des solutions communes pour y répondre. Ça, c'est intéressant. Le CODIR, j'ai vu quand j'ai visité le Niger en 2019, j'ai pu m'entretenir avec des éléments des participants dans cette action. Ça, c'est bien. Donc, une dernière présentation du Père Emmanuel. Et ensuite, je vais demander aux intervenants de répondre à ce qu'eux, ils ont entendu des autres, peut-être se poser des questions. Et ensuite, pour nos participants, pas les intervenants, mais plutôt les participants, comme vous voyez sur votre écran, il y a le symbole de questions et réponses, Q&A en anglais. Donc, je vous demande d'inscrire vos questions là-dedans. Moi, je peux les voir et je vais les suivre. Donc, si vous avez des questions à poser à n'importe quel des intervenants, ces questions seront le bienvenu. Bon, d'accord. Au frère Emmanuel, si vous voulez. Bon, merci beaucoup. Je voulais juste donner deux initiatives par rapport à cette prise en main des questions au niveau régional. La première initiative est liée au problème des déplacés et des réfugiés. C'est une région où il y a beaucoup de déplacés intérieurs, mais aussi beaucoup de réfugiés. Et je me souviens, il y a quelques années, on avait monté un projet au niveau des commissions justice et paix, au niveau de la Caritas, au niveau des évêques où se trouvent des diocèses où se trouvent précisément ces déplacés, ces réfugiés. Un projet que l'on avait appelé Isange, qui veut dire sentez-vous chez vous, où comme Burundais, Tanzaniens et Congolais, on allait en équipe visiter les réfugiés qui sont en Tanzanie, les réfugiés congolais et les réfugiés burundais. On allait au Congo pour voir les réfugiés burundais ensemble et on recueillait leurs idées, on apprenait comment ils vivent et on constituait des dossiers pour le plaidoyer auprès des gouvernements et auprès des autres responsables de l'État et des organisations internationales.
Et alors, ce travail, un seul pays n'aurait pas pu le faire parce que les réfugiés se trouvent dans des pays différents de leur. Or, si on y va ensemble, on trouve qu'on avait la création d'un climat de confiance, de nouveau, au niveau des populations, et aussi on recueillait des éléments utiles pour faire un plaidoyer de haut niveau au niveau des responsables de nos pays. C'est dommage que quand la situation s'améliore, souvent les projets s'arrêtent, mais au niveau politique, les problèmes rebondissent quelques temps après et ce n'est pas toujours facile de maintenir le rythme suivant les problèmes tels qu'ils sont en train d'évoluer. Ça, c'est une première initiative que j'ai trouvée très instructive. Une deuxième initiative, elle est beaucoup plus large. Elle est liée à la région des Grands Lacs comme telle. Et vous savez que la conférence internationale de la région des Grands Lacs regroupe 12 pays. Et ces pays, en fait, fonctionnent en vase communicant. Quand il y a un problème dans un pays, en fait, ça jaillit sur les pays voisins. Et c'est ainsi que, en tenant compte de l'expérience que les confessions religieuses avaient eues en République centrafricaine, avec l'archevêque de Bangui, l'imam qui se trouve à Bangui, qui est malheureusement décédé il y a quelque temps, et aussi les responsables des confessions du renouveau, ainsi que l'expérience au niveau du Congo, la République démocratique du Congo, du travail en contexte interconfessionnel, et aussi au niveau du Soudan du Sud, le même travail au niveau interconfessionnel. La conférence épiscopale du Congo a eu l'idée d'inviter les confessions religieuses des pays de la région des Grands Lacs pour pouvoir échanger sur la façon dont tous ces pays pourraient prendre en main une évolution synergique de leur prise en main des questions et des situations. Et c'est ainsi que l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Rwanda et le Soudan du Sud ont été invités au niveau de leur plateforme des confessions religieuses dans chaque pays. Et alors, il y a eu un travail qui a été fait pour voir comment on allait prendre en main les questions de tous ces pays qui sont en conflit. Et il y a eu d'abord un travail au niveau de chaque pays pour l'analyse contextuelle de façon très technique avec les situations sociopolitiques, socio-économiques, l'état de la cohabitation entre les groupes ethniques et tribales, la cohabitation des régions, les foyers de tension, les conflits, mais aussi la question des droits de l'homme, les violations, le dialogue politique, la question des élections, la question de la crédibilité des alliances politiques. Donc, beaucoup de points techniques au niveau d'analyse contextuelle. Et c'était intéressant de voir ce que chaque pays a pu produire comme compréhension de sa situation intérieure. Et alors, le deuxième moment, c'était celui de l'analyse au niveau régional, où chaque pays apportait ce qu'il avait produit comme analyse. Et on s'est retrouvé en Suisse dans un cadre neutre et dégagé pour pouvoir échanger là-dessus. Et c'est à ce moment qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une plateforme qui regroupe ces confessions religieuses, une diversité de confessions religieuses à l'intérieur de chaque pays, mais aussi, au-delà de ces plateformes nationales, une plateforme régionale que nous avons appelée plateforme Dignité et Paix Grand Lac. Et c'était en 2019 et on avait beaucoup échangé pour savoir comment on allait s'entraider mutuellement, échanger régulièrement. Et on avait retenu 4 secteurs de travail. D'abord, le secteur de la consolidation de la paix, en prenant en main les questions de gestion des conflits et de médiation, parce que les confessions religieuses peuvent jouer un rôle de médiateur dans les différents pays, même s'ils n'ont pas la technicité, ils peuvent l'avoir et ils peuvent être encouragés. La question du traitement du passé,
avec la gestion des mémoires des populations et la lutte contre la manipulation. Ça, c'est le premier volet où ces confessions religieuses avaient décidé de s'entraider. Le deuxième volet, c'était l'éducation civique, qui est déjà fait au niveau de chaque pays, mais maintenant, on allait renforcer ça avec des expériences beaucoup plus régionales pour ce qui est de la gouvernance électorale, pour ce qui est des droits de l'homme. Le troisième domaine, c'était le développement des compétences en plaidoyer, parce qu'il y a beaucoup de personnes affectées dans leurs droits humains, la question intrigante des migrants, des déplacés, des réfugiés, et cela demandait qu'on soit ensemble. Et puis, il y avait le quatrième domaine de question, c'était la guérison des mémoires. Parce que ces pays ont vécu des choses terribles sur des années, sur même des décennies, et il n'y a pas eu de prise en charge des traumatismes accumulés sur des couches. Et alors, on a pensé que les églises et les confessions religieuses, dans leur mission d'accompagnement humain, d'accompagnement spirituel, d'accompagnement religieux, des célébrations et du symbolisme, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, il fallait qu'il y ait un travail sur la gestion des mémoires et la guérison des mémoires. Et alors, malheureusement, cette initiative n'a pas beaucoup avancé parce qu'il y a la crise du Covid, de la Covid qui est venue et ça a limité beaucoup les plans stratégiques que nous avions parce qu'on avait déjà pensé à des activités à faire. Et une des activités, c'était au niveau de la communication, une session pour tous ces pays qui devaient se tenir à Kigali, au Rwanda. Et malheureusement, on n'a pas encore réussi à la tenir. Et la crise qu'il y a actuellement entre l'Ouganda, le Rwanda et le Congo nous oblige au niveau des membres de cette plateforme à demander au président de la conférence épiscopale du Congo qui préside la plateforme de bouger, de faire quelque chose pour qu'on reprenne la dynamique parce qu'on voit que ces confessions religieuses sont beaucoup nécessaires aujourd'hui, peut-être beaucoup plus qu'hier. Et puis, il y a un autre problème qu'on n'a pas encore réussi à affronter, c'est que les églises n'ont pas la même marge de manœuvre suivant les pays. Et travailler avec l'église qui est au Rwanda, les confessions religieuses qui sont au Rwanda, ce n'est pas exactement la même chose que travailler avec les confessions religieuses qui sont en République démocratique du Congo, ou au Burundi, ou en Angola, ou en Soudan du Sud. Mais il serait important qu'il y ait des espaces où ces confessions religieuses se retrouvent régulièrement pour échanger, pour partager les expériences. Et nous nous sommes rendus compte que pour certaines situations, même les confessions religieuses dans notre pays, en venant visiter un autre pays, peuvent poser des questions aux dirigeants politiques et même aux chefs de l'État que les confessions religieuses établies sur cette même nation ne peuvent pas poser, n'auraient pas le courage de poser, et cela peut être utile dans l'entraide que l'on se donne mutuellement. Voilà un peu les deux initiatives que j'avais pensé partager durant ce forum. D'accord, merci mon frère. J'ai bien apprécié votre intervention. Les actions, surtout les 4 volets de votre projet de paix, l'éducation civique, la médiation, la plaidoyance et la guérison de mémoire. Et ça me rappelle la grande réunion que nous avons eue il y a longtemps, en 2004, au Maryland, là où on a commencé cette discussion et on a abordé pour la première fois cette idée de guérir les mémoires des gens qui ont été traumatisés. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça complète disons, les présentations. Et donc, ce que je vois que nous avons eu une question
que je viens de voir et que je vais lire maintenant et demander aux intervenants d'y répondre. La question, c'est la suivante. Quels sont les défis concrets, actuels, au niveau écologique, c'est-à-dire le changement de climat, de la nature, et les défis concrets, commerce économique, qui influencent et compliquent par-dessus tous les dialogues de paix et votre travail pour impliquer la paix. Donc, si je comprends la question, c'est que quels sont les aspects écologiques et commerce économique qui ont un impact sur votre travail? Donc, qui veut y répondre d'abord? Qui veut commencer la réponse? Donc, le micro est ouvert. Oui, Et monseigneur. merci pour cette question qui touche des aspects, l'écologie et tout ce qui concerne le commerce. Et dans le cadre des pays du Sahel, et je pense que nous avons déjà parlé de beaucoup de ce problème. Je commence par le commerce. Actuellement, les différents villages qui sont touchés par l'insécurité, par exemple au Niger, tout est pratiquement arrêté au niveau économique. Actuellement, dans la région de Tillabéri, qui est la plus grande région touchée, qui fait frontière entre le Burkina Faso et le Mali, nous avons plus de 1 500 000 de personnes déplacées internes et plus de 79 000 élèves qui ne vont plus à l'école. Concernant l'économie, il n'y a plus de marché. Les gens ne peuvent plus se déplacer. Et puisque dans le temps, le fait de se déplacer, aller à un marché pour pouvoir trouver son pain quotidien, tout est bloqué et les personnes souffrent davantage. Elles ne peuvent pas économiquement subvenir à leurs besoins et ça complique encore par rapport à nos pays. Et en prenant dans la sous-région, il y avait plusieurs projets qui étaient là, par exemple du côté de la frontière avec le Burkina Faso, un projet frontalier lié au CESAO dans le cadre de la prise en compte de la nature, la préservation des peu d'arbres qu'il y avait, et tous ces acteurs ne peuvent plus aller sur le terrain pour permettre aux paysans de revenir sur ce qui concerne les arbres, de revenir sur tout ce qui concerne par rapport à l'entretien des terres. Tout est abandonné. Et aujourd'hui, il y a des difficultés, puisque aucun projet ne marche, aucun organisme ne peut se déplacer, aucun acteur de développement ne peut aller sur ce terrain. Donc, ça devient plus compliqué. La population en souffre, les terres ne sont pas régénérées, le commerce et tout ce qui concerne l'économie, ça tombe et la pauvreté s'installe davantage. Donc, les conséquences sont multiples et je pense que sans l'arrêt de ces conflits, c'est pour encore aggraver la situation qui était déjà grave dans le Sahel, tout ce qui concerne cette pauvreté qui devient plus ou moins grandissante. Pour moi, il faut agir et il faut agir le plus vite possible. Merci. Oui, d'accord. Merci, monseigneur. Et certainement, le climat, le changement de climat au Sahel, l'avancement du désert de Sahara, tout le monde le connaît, tout le monde sait très bien combien ça a frappé la vie et atteint la vie pas seulement des agricultures, mais tout le monde qui en souffre. Tout le monde qui en souffre.
Donc, si je peux poser une question, et bon, encore, la question est un peu générale, mais aussi spécifique. Est-ce que les intervenants peuvent nous donner un exemple où vous avez vécu, disons, une victoire, ou bien vous avez vécu un avancement qui vous a chauffé le cœur, qui vous a touché, qui vous a donné le sentiment que maintenant nous avons un impact, même si cet impact est très localisé ou bien est minimum par rapport au conflit général, mais au moins qui vous a chauffé le cœur et qui vous a donné l'espoir que les choses vont s'améliorer. Est-ce qu'on peut avoir un exemple des intervenants? Est-ce que vous pouvez reformuler la question? Parce que il y a quelque chose qui me vient en tête, mais la question, est-ce que vous pouvez reformuler la question autrement? Bon, est-ce que vous avez participé à une séance de médiation ou bien de dialogue entre les groupes ethniques ou bien tout le monde parle du travail interreligieux ou le travail de paix sur le terrain ou bien un étudiant chez vous en Père-Dieudonné qui a réussi à un travail, une victoire, un exemple qui vous a touché? Oui, bon, au niveau des travaux des étudiants, par exemple, de la première promotion de l'ISPER, qui ont travaillé, par exemple, sur les migrations dans la sous-région des Grands Lacs. Il y a des étudiants qui ont travaillé sur les aspects problématiques, donc avec un regard plus ou moins négatif des migrations qui se sont faites et qui compliquent la vie au pays accueillant après parce que ça ne s'est pas fait dans la clarté. Mais il y a d'autres qui ont travaillé sur les migrations en montrant les aspects positifs des migrations. Donc, le fait que la circulation est possible entre les peuples parce qu'on adhère à une organisation sous-régionale, ça permet aux compétences aussi de pouvoir passer d'un pays à un autre sans que ça ne soit pas forcément une cause de conflit. Donc, nos étudiants, avec les travaux qu'ils ont faits, que nous avons dirigés, ils ont soulevé ces aspects-là et ça, j'ai beaucoup aimé. Et au niveau aussi des organisations, nous sommes en train de construire au niveau de l'ISPER un réseau que nous avons appelé Réseau Fraternité Grand Lac. Réseau Fraternité Grand Lac, il comprend 30 organisations de la société civile, dont 10 proviennent du Rwanda, 10 du Burundi et 10 du Congo. Alors, ces réseaux-là, ils se donnent vraiment une ambition d'aller très loin pour faire advenir le projet de paix sur certains aspects dans la sous-région ici des Grands Lacs. Nous avons déjà travaillé la charte, nous avons déjà travaillé les règlements d'ordre intérieur. Maintenant, il restait simplement à les mettre en route avec la signature de cette charte. Mais le contexte actuel entre le Rwanda et la RDC fait qu'on a préféré un peu attendre. Mais le travail a été fait au niveau de Bukavu. Mais nous avons décidé d'aller faire cet atelier pour la signature de la charte au niveau de Tchangougou, à un centre catholique Inshuti du diocèse de Tchangougou. Donc, on attend un tout petit peu, mais il y a ces efforts où on dialogue, où on se met d'accord pour définir les termes d'une organisation capable de faciliter des idées de paix au niveau des organisations de la société civile. Parce que si ceux-là ne font rien, alors qu'ils défendent les intérêts des populations,
il y a moyen d'adhérer facilement à des idéologies politiques qui ne font qu'éloigner la paix et ça consolide des dictatures qui empêchent au peuple de pouvoir s'ouvrir et travailler pour la paix. Et je considère ça comme des avancées pour faire un travail commun et à travers des structures comme celle-là. Très bien, merci mon père. Donc, il y a deux autres questions. Je vais les poser. Une question pour Monseigneur Laurent. Vous avez une réponse à cette question de victoire qui vous a Oui. conforté. Bon, rapidement, au niveau national d'abord, j'avais parlé du CEDI. Le CEDI qui est le comité de dialogue interreligieux. Depuis sa mise en place, la mise en place de ce comité, nous avons eu beaucoup de victoires. Et nous, au Niger, vous savez que nous sommes à moins de 1% de chrétiens parmi les musulmans. Le comité qui a été mis en place a permis à ce que nous soyons représentés dans toutes les structures liées à l'État comme liées aux organisations. On prend en compte parce que ce n'est pas le grand nombre qui fait l'affaire, mais notre présence. Et cela a valu plusieurs possibilités au niveau national. Et nous continuons, vous voyez, lié à nos fêtes chrétiennes, que les autorités et les autorités, comme on appelle politiques, comme les autorités religieuses, viennent jusqu'à la cathédrale, des fois rester à nos messes pour manifester que quand les leaders religieux s'entendent, à la base, on peut avoir une action commune. Cela, au niveau du Niger, on le sent, malgré, en dépit de notre petit nombre, le dialogue, ça fait beaucoup de son chemin au niveau. Et au niveau régional, ce que nous pouvons dire rapidement, l'initiative Paix au Sahel nous a permis d'organiser un forum et que ces actes de ce forum ont des répercussions positives et que cela nous amène à avoir une vision commune et un plaidoyer que nous voulons faire au niveau de nos 3 pays. Donc, c'est déjà des victoires. Des gens qui travaillaient individuellement, aujourd'hui, on se retrouve à plusieurs pour avoir des actions conjuguées. C'est déjà une victoire pour vaincre l'ennemi. Merci. Voilà, merci bien. L'unité fait la force, n'est-ce pas? Oui. Donc, deux questions. Et je sais qu'on touche à la fin de cette séance. Et je me demande, OK. Bon, on va continuer. J'ai 2 questions. Une question que je vais poser au frère Emmanuel et l'autre pour nos frères congolais. Bon, la question pour Père Emmanuel, c'est la suivante. Et ça vient de notre frère John Katunga. John nous demande une question pour le Père Emmanuel. Comment cette initiative interreligieuse dans la région des Grands Lacs est-elle liée aux efforts des États dans le cadre de la conférence internationale pour les pays des Grands Lacs? Quel est le statut des évêques dans les efforts des États de la région? Ça, c'est la première question. La deuxième question est plus générale et donc je vais la traduire d'anglais. Ma question, c'est le suivant. Combien est-ce que la Commission pour la paix fondée par les Nations unies, un programme qui vise l'affirmation et qui se sert d'un réseau des médiateurs femmes, les femmes médiatrices, combien est-ce que cette initiative a été efficace? Et l'autre sous-question là-dedans, c'est est-ce que l'Église a pu s'engager ou bien s'impliquer dans ce programme des femmes médiatrices? Donc, Père Emmanuel, à vous d'abord. Et puis, la deuxième question, c'est pour les Congolais, je crois. Donc, Frère Emmanuel, à vous.
Bonjour à John Katunga. Pour ce qui est de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, quand on faisait des analyses pays par pays, on s'est rendu compte que au niveau des populations, il y avait relativement très peu de connaissances du travail de ces conférences et aussi de la crédibilité, de la légitimité des actions de la conférence sur la région des Grands Lacs. Et certains des interlocuteurs poussaient même les confessions religieuses à s'impliquer davantage et aussi à être proches aux membres de ces institutions régionales pour porter les véritables points de vue des populations et aussi porter les points de vue des victimes auprès de ces organisations qui sont en rôle, qui travaillent de façon bureaucratique, même les visites de constatation des violations ne touchent véritablement pas les populations. Et alors, il se faisait que les gens demandaient qu'il y ait beaucoup plus d'implication du côté des confessions religieuses par rapport à ces organisations régionales, par rapport à ce qui se fait à Addis Abeba au niveau de l'Union africaine, et que les évêques ont un poids, les évêques, mais aussi les imams et d'autres pasteurs protestants ont un poids moral suffisant pour pouvoir avoir quelque chose à dire, même si, suivant les pays, l'influence n'est pas la même. L'influence que les confessions religieuses peuvent avoir au Soudan, ce n'est pas la même que les confessions religieuses ont au Rwanda actuellement ou au Congo. Mais dans tous les cas, on a vu des visites conjointes d'évêques qui venaient du Soudan en compagnie d'évêques tanzaniens, en compagnie d'évêques congolais, dans une visite pour un pays. Et on a trouvé que c'était très, très utile. Et alors, la conférence régionale pour la région des Grands Lacs, je vois, ils étaient en réunion ici à Bujumbura le 14 et le 15 juin de cette année, donc il y a quelques jours, et ils constataient que malgré les efforts consentis, la présence des forces négatives, des groupes terroristes, le manque de coopération judiciaire entre certains pays qui refusent la remise des criminels, la porosité des frontières, et ils énuméraient une liste qui manifeste que, en fait, les problèmes ne sont pas en train d'être résolus au niveau de ces organisations, qu'il faut probablement une autre dynamique, qu'il faut imaginer d'autres solutions créatives parce que les solutions actuelles et les organisations actuelles manifestent visiblement leurs limites. D'accord, très bien. Merci, mon frère. Et très vite, nous avons quelques instants seulement qui nous restent. Est-ce qu'il y a une réponse sur la commission de peace building que l'ONU a montée au Grand Lac? Oui, Père Minani. Bon, je pense que la seule chose que je peux dire, c'est qu'il a permis le contact permanent entre les femmes de la région. Mais comme vient de dire Emmanuel, il n'a aucun impact par rapport aux grandes dynamiques de paix. Merci. Oui, d'accord, très bien. Donc, il y a encore du travail à faire. Alors, donc, mes chers intervenants et participants, notre séance touche à sa fin. Je suis encore ravi d'avoir passé beaucoup de temps avec mes frères de Congo, de Burundi et du Niger, de Sahel. Ça fait toujours plaisir de passer le temps ensemble et de pouvoir parler de nos activités et de nos succès. Parce que le plus souvent, quand on voit les journaux ou quand on met le télé ou la radio, post-radio, on entend et on lit que des catastrophes, les conflits, la violence, les morts et la souffrance. Donc, il faut toujours se rappeler qu'il y a l'Église catholique qui est sur le champ et qui travaille sur le terrain pour répondre à ces réponses. Et même parfois, bien que nos efforts semblent être très petits par rapport aux grandeurs des problèmes, on est là
et on fait notre travail. Et c'est pour cela qu'il faut en donner grâce. Donc, pour nous terminer, est-ce que je peux demander au frère Emmanuel de terminer notre séance en prière? Père Emmanuel. Dieu très aimant, nous voici aujourd'hui devant toi. Nous voulons te dire merci pour la lumière que tu nous donnes, la vie que tu nous as donnée, le courage de la mission que tu continues à entretenir en nous, la fraternité qui nous rassemble pour le travail. Bénis nos peuples, bénis nos pays, bénis tous les petits, toutes les victimes, bénis nos familles, bénis nos dirigeants, inspire-leur les gestes justes, la parole juste, le regard juste par rapport aux situations et conduis-nous dans la même mission de ton Fils par la puissance de l'Esprit Saint. Et nous te demandons tout cela par Jésus, ton Fils et notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et tous les siècles des siècles. Amen. 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 Donc, encore une fois, mes frères et mes sœurs, un grand merci pour ce moment de grâce, de partager entre nous vos travaux, vos réussites. Je veux remercier aussi les participants. J'espère que cette séance vous a donné un aperçu important sur le travail de l'Église catholique dans le Sahel et aussi dans la région des Grands Lacs. Encore une dernière fois, merci à tous les intervenants pour avoir passé le temps avec nous. Je sais que votre emploi de temps est toujours chargé, mais quand même, on est très reconnaissant pour le temps que vous avez consacré pour nous. Donc, une dernière fois, merci bien et puis courage pour le travail. Donc, au revoir et à bientôt. Au revoir. Merci.